J'ai voulu faire un exposé de grand public, mais je vois que vous êtes tous des universitaires au moins. Non, parfait. Donc pour vous, on va commencer très simple. Hein. Bon, chromosome, ça vous dit quelque chose quand même, hérédité, ça vous dit quelque chose, ADN aussi. Et on va quand même commencer avec Mendel, les petits pois, là les pétales blancs, rouges, donc de lignée pure. Hein, ce moine travaillait seul dans son coin à Brno dans les années 1860 et essayait de démontrer effectivement quelles étaient les caractéristiques de la transmission de caractères bien définis. Et la clé du travail de Mendel, c'était de se focaliser sur des caractères extrêmement simples à suivre. Couleur des pétales, forme des petits pois, lisses ou rugueux, etc. Et il eut la chance, à chaque fois, de tomber sur des caractères qu'on appelle de nos jours monogéniques, c'est-à-dire déterminés par un seul gène dans notre génome. Ça va? Les termes sont pas trop pointus. Et donc là, on a vraiment les fondements de la génétique, à savoir le fait qu'il y a deux lois essentielles issues des travaux de Mendel. La première, c'est que quand on prend deux lignées pures, deux lignées parentales pures, ici, donc, qui va produire que des pétales blancs, et ça de génération en génération, celle-ci qui va ne produire que des pétales rouges de génération en génération, quand on les croise entre elles, puisque ce sont deux variétés d'une même espèce, donc elles sont bien sûr fertilisables l'une par l'autre, on obtient une descendance F1, hein, un produit hybride. Et alors là, on a plusieurs possibilités. Soit on est blanc, soit on est rouge, soit on est rose, mais tout le monde, tous les individus issus de ce croisement sont de même type, tous. Alors ici, vous voyez que tout le monde est rose. Et donc là, on a déjà une seconde propriété en génétique qui a bien sûr été après détaillée, à savoir que le caractère blanc et le caractère rouge s'expriment de manière conjointe dans cette descendance. Donc blanc plus rouge, ça fait rose. D'accord ? Vous avez d'autres situations pour les petits pois, justement, où c'était lisse et rugueux, et l'une des deux formes, je ne sais plus laquelle, dominait sur l'autre. C'est-à-dire que dans cette fameuse génération F1, vous ne voyez que l'une des deux formes parentales. Mais la propriété essentielle, c'est qu'en F1, tous les individus sont identiques. Et ça fait sens parce qu'en fait, chacun reçoit une moitié de son patrimoine génétique du père et l'autre moitié de la mère, de manière égale. Donc c'est normal que tous les individus de la F1 soient rigoureusement identiques. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand on croise deux individus de cette génération F1, alors là, on tombe dans ce qu'on appelle des ségrégations, des lois de dissociation. C'est-à-dire qu'on va retrouver les caractères grands-parentaux. Et là encore, maintenant on sait bien sûr l'expliquer parfaitement, à savoir que comme les plantes, nous sommes des êtres diploïdes, on reçoit une contribution de notre père, une contribution de notre mère, hein, en termes de jeu chromosomique. Ici, c'est donc le cas. Vous voyez que les deux contributions de ce parent ici, ce sont ce qu'on appelle l'allèle blanc du fameux gène qui contrôle la couleur des pétales. Ici, c'est l'allèle rouge, donc c'est le même gène, mais qui a deux formes légèrement différentes l'une de l'autre. Ici, comme je vous l'ai dit, on a en fait un caractère qu'on appelle codominant, c'est-à-dire que l'allèle rouge comme l'allèle blanc s'expriment de manière égale dans cette descendance, donc c'est pour ça que tout le monde est rose. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces allèles vont être réassortis en fonction, de manière aléatoire, dans la descendance, parce que ce que l'on transmet à chaque génération, ce n'est pas deux copies blanches ou deux copies rouges, c'est une copie blanche, une copie rouge. Donc ici, bien entendu, ça va être une copie blanche ou une copie rouge. D'accord? Et ça, c'est le jeu du hasard. Si dans le gamète, le spermatozoïde, chez les plantes, on parle de pollen, on va transmettre l'allèle blanc, et que du côté maternel, on a aussi un ovule avec l'allèle blanc, alors on a bien entendu des individus qui seront blancs. Si à l'inverse, on transmet rouge et rouge, on aura des individus rouges. Si on transmet blanc et rouge, parce qu'on a les deux possibilités, bien entendu, alors on a des individus en F2 qui sont roses. On récapitule ce qu'on avait en F1. Voilà, vous savez tout de la génétique. On ne mélange pas, enfin si, là on mélange, mais ce n'est pas un vrai mélange, c'est un mélange phénotypique, hein, des deux pigments qui contribuent de manière égale à cette coloration rose. Mais en fait, derrière, on retrouve les bases génétiques de ce déterminisme phénotypique, à savoir que d'un côté c'est blanc ou de l'autre côté c'est rouge. Et là, il y a une loi très claire, c'est un quart de ce type-là,
un quart de ce type-là et un demi de ce type-là. Pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Ça, c'est la mathématique qui va avec la génétique. Ce n'est pas très compliqué. Hein. C'est vraiment de la distribution aléatoire de deux possibilités. Donc ça, c'était dans les années 1860. Et pendant 40 ans, ces travaux-là ont été complètement ignorés. Et au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1900 précisément, 3 botanistes, et ce n'est pas peut-être anodin que ce soit sur les plantes que l'on puisse faire ce travail aussi simplement, 3 botanistes, de manière indépendante, ont redécouvert ces fameuses lois. Et c'est là qu'ils ont redécouvert les écrits de Mendel. Et donc, il y a eu une sorte d'épiphanie parce que, ça y est, on avait, de la manière indépendante, 4 fois, finalement, établi ces fameuses lois de l'hérédité. Donc, le début de la génétique, c'est 1900. Et c'est fondé sur la redécouverte, de manière complètement indépendante et non dirigée, des travaux de Mendel. Et après, ça va très vite. On établit ces lois, on commence à travailler sur la mouche drosophile, sur des bactéries, sur tout un ensemble d'organismes, les plantes bien entendu toujours. Et d'abord très vite, on découvre que toute cette hérédité que l'on met ici sous forme de caractère, en disant qu'il y a 2 contributions et de même type ici, 2 contributions d'un type légèrement différent ici, et que tout ça s'assemble et après se réassortit dans la génération F2, eh bien, on découvre très vite, sous le microscope, que c'est déterminé par les chromosomes. D'accord ? Des formes chromosomiques, on arrive à distinguer. Et donc, on a la théorie chromosomique de l'hérédité. On sait que cette hérédité, que vient de mettre en évidence Mendel, est portée par nos chromosomes, par les chromosomes. Ensuite, il y a du temps pour accumuler aussi toute l'information nécessaire pour formaliser un peu ces modes de transmission. Et surtout pour essayer de trouver maintenant quelle est l'origine moléculaire de cette hérédité. Donc c'est quoi quand on dit qu'on a une forme blanche et une forme rouge? C'est quoi qu'un gène? Et c'est quoi les 2 formes alléliques d'un même gène? Donc la première question, c'est quel est le matériel moléculaire de cette hérédité, de ces chromosomes? De quoi sont faits les chromosomes? Ils sont faits d'ADN, on le savait depuis longtemps, et ils sont faits de protéines. Et la grande question, c'est de savoir si c'est les protéines ou c'est l'ADN qui sont responsables de cette hérédité. Et dans les années 40, on arrive à démontrer chez les bactéries, en prenant de l'ADN et des protéines, que c'est seule la composante ADN qui porte l'information génétique. Donc dans les années 40, on sait que l'ADN porte l'hérédité, le déterminisme de l'hérédité. Et puis ensuite, vous avez entendu tous parler de Watson et Crick, hein, la fameuse découverte de la double hélice de l'ADN, un travail absolument considérable et essentiel qui immédiatement permet de comprendre comment finalement, effectivement, une information peut être portée, inscrite dans cette molécule et transmise de génération en génération. Et comment on le sait? Parce que cette molécule ADN forme une double hélice où les 2 composantes de l'hélice sont complémentaires l'un à l'autre. Si vous avez entendu parler de l'appariement des bases A avec T ou G avec C, AT, GC, les 4 bases de l'ADN. Oui, eh bien il y a une règle. Quand vous avez un A sur un brin, sur l'autre brin, vous avez un T. Quand vous avez un G, vous avez automatiquement un C. Et ça, à chaque fois que vous répliquez l'ADN, c'est-à-dire que vous voulez faire passer d'une molécule double brin, cette fameuse double hélice, à 2 molécules filles pour les mettre dans chacune des cellules filles, alors vous allez prendre l'information qui est portée par un brin et vous avez juste à copier le complément. Si vous lisez A, T, G, C, eh bien vous mettrez T, A, C, G. Il y a juste un jeu très simple de correspondance. Et donc, l'information, on la perpétue au travers de chacune des divisions cellulaires, et on comprend bien sûr, que aussi d'une génération à l'autre, on puisse la transmettre sous la forme des chromosomes qui sont présents dans la lignée germinale mâle, dans les gamètes mâles, pardon, les spermatozoïdes ou le pollen donc chez les plantes, et de même chose côté femelle dans les ovaires, dans les ovocytes, ou la cellule œuf pour les plantes aussi. Donc là, on découvre très vite les principes mêmes de cette hérédité, de sa fidélité aussi. Mais comme toute chose en biologie, ce n'est pas parfait. C'est-à-dire que parfois, quand on copie un brin d'ADN, eh bien, en face d'un A, on est censé mettre un T, et on se trompe, on met un G. Il y a des systèmes très très puissants pour réparer ce genre de mise à pariement, c'est comme ça qu'on les appelle, mais parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien un A, et puis on reste avec un G en face. C'est pas bon du tout, ça. Et bien après, à la génération d'après, la réplication, pardon, d'après, la division cellulaire d'après, on va lire bien sûr AT d'un côté et GC de l'autre. Et on a créé ce qu'on appelle une mutation de la séquence de l'ADN. Et après, c'est parti.
à nouveau, c'est transmis, c'est répliqué. Et c'est comme ça que d'une forme d'un gène donné, on peut passer à une seconde forme. Parce que la séquence d'ADN va progressivement glisser par ces erreurs infinitésimales. Hein. C'est des taux de mutation qu'on a 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 1 sur 1 milliard ou 1 sur 100 millions. On va mettre une erreur dans la séquence de l'ADN. Et une troisième grande avancée des années du XXe siècle, c'est ce fameux dogme central de la biologie moléculaire, où on comprend comment on lit l'information qui est portée dans l'ADN et comment elle finit dans les protéines qui sont finalement les constituants qui vont travailler dans la cellule et faire que la cellule fonctionne. Comment on fait des transaminases dans les cellules du foie, du cristallin dans la cellule de l'œil. Tout ça, c'est déterminé par une séquence d'ADN qui doit être ensuite lue pour faire une protéine qui s'appelle le cristallin ou la transaminase. D'accord ? Donc il y a un gène de cristallin, un gène de transaminase. Eh bien ça se fait par cette voie indiquée ici, où la séquence de l'ADN est présente là, avec cette fameuse complémentarité dont je parlais, A versus T, GC, etc., etc. Ensuite, on a une molécule intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager, qui forme des codons, où la séquence d'ADN maintenant est transformée en séquence ARN et lue 3 nucléotides à la fois. Vous avez ici un codon, et ce codon désigne un acide aminé particulier. Un acide aminé, c'est la brique élémentaire qui va construire les protéines. Donc, à une séquence d'ADN correspond une séquence d'acides aminés dans les protéines. Et dès que vous avez cette information-là, et vous savez où démarre le gène et où il se termine, vous êtes capable ensuite de mettre les triplés les uns à côté des autres, et donc d'avoir la séquence protéique derrière. Dans un cas, en tout cas, idéal, dans un cadre idéal. Et donc, en fait, toute la biologie, la génétique que moi j'ai apprise à l'école est fondée sur ces dogmes et sur tout ce que l'on a appris au cours de la première moitié du XXe siècle. Et on a poussé ça très loin, puisque on est arrivé très vite à lire la séquence de l'ADN avec des systèmes qu'on appelle des séquenceurs, qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Maintenant, on est capable de lire la séquence intégrale du génome humain, 3 milliards de paires de bases dans chacune de nos cellules. On arrive à faire ça pour des coûts qui aujourd'hui sont de 1 000 $ pour une qualité de séquence qui est absolument phénoménale, là où il y a 10 ans, parce qu'il y a maintenant à peu près 10 ans que le génome humain a été séquencé pour la première fois, dans une compétition féroce entre un groupe privé aux États-Unis et un consortium international américain, mais regroupant bien entendu d'autres pays, eh bien, à l'époque, c'était plusieurs centaines de millions de dollars pour un génome humain, la séquence d'un génome humain. Aujourd'hui, on peut faire la séquence de n'importe quelle de vos cellules pour moins de 1 000 $ pièce. Voilà, alors, c'est quoi un génome? Eh bien, c'est ça, quand on commence à le séquencer, ici, j'ai pris une capture d'écran d'un site internet sur lequel se trouve cette fameuse séquence d'ADN. Vous pouvez tous y accéder d'ailleurs, et vous pouvez lire pas votre séquence à vous, mais la séquence de référence du génome humain. Et cette séquence de référence, elle est faite de quoi? Eh bien, d'une succession de gènes qui sont annotés, c'est comme ça qu'on décrit ça, le long du génome. Le génome, c'est cette... Donc là, vous avez ici une représentation du chromosome. C'est le chromosome 13. Vous savez qu'il y a 22 paires de chromosomes plus les chromosomes sexuels chez l'homme. Ici, c'est le chromosome 13. Et vous voyez ici une toute petite région de ce chromosome. Et voilà sa composition en gènes le long de la séquence de l'ADN. Et vous voyez qu'il y a des gènes, et puis il y a des régions qu'on appelle intergéniques, et puis un autre gène, etc. etc. Ici, j'ai zoomé sur un gène qui est très important en santé humaine, qui est le gène BRCA2 ou BRCA2, responsable, quand il est altéré, d'une prédisposition au cancer du sein. Donc, quand on a la séquence, et quand on a la séquence des individus, des populations importantes d'individus, on est capable effectivement de partitionner ces individus entre ceux qu'on appelle sains et ceux qui auraient une susceptibilité, par exemple, au cancer, et de voir quelles sont les différences nucléotidiques qui pourraient rendre compte de cette susceptibilité plus ou moins grande, génétique, à telle ou telle maladie. Alors ça a été encore plus poussé, ce qu'on appelle maintenant les études pangénomiques. Vous avez peut-être aussi entendu parler de ça. Maintenant, on a donc à notre disposition le génome humain séquencé, et on reséquence sur des dizaines d'individus, voire des dizaines de milliers d'individus. On est capable de le faire parce que les coûts de séquençage ont beaucoup diminué. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, essayer d'associer des différences le long du génome, des différences de nucléotides, avec une plus ou moins forte susceptibilité à telle ou telle maladie. Vous savez peut-être aussi que la plupart des maladies humaines sont
à la fois d'origine génétique et d'origine environnementale. C'est-à-dire qu'on a une susceptibilité aux maladies. On n'a pas un déterminisme absolu. On ne va pas, dès demain matin, parce qu'on a une mutation dans le gène BRCA2, avoir un cancer. Évidemment, plus le temps avance dans le temps, plus la probabilité d'avoir un cancer va augmenter. Mais ce n'est pas un coup près. Hein, il n'y a pas un déterminisme absolu pour ce type de maladie. Et c'est vrai pour la plupart des maladies dont on a à traiter chez l'homme. Elles sont liées d'abord à tout un ensemble de gènes. Il n'y a pas un seul gène qui va être responsable de ces maladies-là. Et dans un gène de plein d'altérations possibles, mais aussi il y a des facteurs environnementaux qui vont soit favoriser, soit au contraire contrebalancer cette fameuse prédisposition. Alors là, quand on cherche justement la cause génétique d'une maladie, alors ce n'est pas la cause directe, hein, c'est la prédisposition à, qu'est-ce que l'on fait? Donc on séquence comme ça des populations entières d'individus en s'affranchissant de plein de choses trappes dans ce type d'analyse, et on met d'un côté les individus sains et de l'autre ceux pour lesquels on suppose qu'il y a effectivement, de par leur histoire familiale, une prédisposition à telle ou telle maladie. Et quand on scanne tout leur génome, on finit par trouver des associations statistiquement significatives entre certains polymorphismes, certaines différences de séquences d'ADN et cette prédisposition plus ou moins forte à la maladie. Et ça se traduit comment? Eh bien, le long des chromosomes, vous avez ici les 22 paires de chromosomes plus le chromosome sexuel, vous avez des pics de signification statistique. C'est-à-dire qu'avec des barres seuils, où là, on peut supposer qu'il y a peut-être sous ce pic-là un gène, une séquence d'ADN qui effectivement varie dans les populations de manière concomitante avec la maladie, avec la prédisposition à la maladie, pardon. Je veux être très attentif ici à vous dire que ce n'est pas parce que vous avez telle séquence d'ADN que vous allez automatiquement avoir la maladie. On est en train de parler de traits complexes qui sont à la fois portés par un déterminisme génétique et par l'environnement, sans qu'on sache bien sûr ce que ça veut dire l'environnement. Quand vous fumez, vous savez ce que ça veut dire, c'est le cancer du poumon, mais là on n'est pas dans ce type de situation-là. Donc voilà, on scanne le long du génome les séquences d'ADN, et vous voyez ici sur ce chromosome 20, qui est un tout petit chromosome, là on a un pic très très élevé puisqu'il passe tous les seuils statistiques. Donc chromosome 20, ici il s'agit d'une étude pour la susceptibilité à l'ostéoporose, et bien manifestement sur le chromosome 20, il doit y avoir un gène qui existe sous deux formes ou plusieurs formes alléliques, ce que je vous ai décrit avec les petits pois de Mendel ou les pétales de couleur blanche ou rouge. Eh bien là, on doit avoir le même type de différence qui explique, pas tout, mais une certaine prédisposition à développer l'ostéoporose. Donc une fois qu'on a ce pic-là, eh bien, on cherche à aller creuser ce qui se passe sous ce pic. Et ça devient très compliqué. Parce que ce chromosome 20, c'est un tout petit chromosome, il ne fait même pas 100 mégabases, et le génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases. Donc là, on a 50 millions de paires de bases. Et il faut chercher dans ces 50 millions de paires de bases, quelle est la différence qui, dans ces deux populations d'individus, pourrait expliquer la susceptibilité augmentée à la maladie que l'on recherche. Donc ça, ce n'est pas facile, on est encore quand même un peu dans la situation d'une aiguille dans une botte de foin. Et même quand on arrive à zoomer, à être de plus en plus près d'un gène candidat, il y a la question même du gène lui-même. Je vous ai tout à l'heure dit qu'un gène, c'est simple, c'est une séquence d'ADN qui va s'être d'abord transcrite en ARN messager, puis traduite en protéines. Il s'avère que chez nous, et chez ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire tous les êtres avec notre patrimoine génétique encapsulé dans un noyau dans la cellule, hein, caryon, ça veut dire noyau en grec, eh bien, chez les eucaryotes, dont l'homme et les plantes, l'ADN est organisé d'une manière qui est beaucoup plus complexe que chez les bactéries. On a des séquences qui sont très très étalées le long du génome, avec des bouts de parties qui codent, des acides aminés, on arrive à les identifier, ce qu'on appelle des exons, et puis des grandes parties qui sont non codantes, et qu'on doit éliminer entre la séquence d'ADN et ce qui va donner ensuite l'ARN messager. Vous voyez, on part d'une structure de séquence d'ADN ici, et voilà l'ARN messager. Vous voyez qu'il n'y a plus une correspondance de 1 à 1 entre la séquence d'ADN et l'ARN messager. Il y a plein de parties qui ont été éliminées, qui ont été épicées. Et les règles qui gouvernent cet épissage ne sont pas faciles à reconnaître. Il y a l'épissage alternatif, il y a des sauts d'exons, il y a tout un ensemble, il y a toute une machinerie là qu'on ne connaît pas encore très bien. Donc c'est très difficile après d'aller trouver dans cet ensemble de séquences, dans cette grande séquence, quelle est
le polymorphisme, la différence de nucléotidique dans nos deux populations séparées, qui pourrait être directement la cause d'une différence d'activité dans le gène qui pourrait expliquer la plus ou moins grande susceptibilité à la maladie. Alors là, c'est pour vous dire que c'est compliqué. Oui, d'ailleurs, c'est ça. On est devant quand même encore une sorte d'immensité de séquences à considérer. Là, j'ai dressé un tableau peut-être un peu sombre, parce que parfois, et là, c'est une diapositive que j'ai faite il y a exactement 30 minutes. Je découvre il y a 30 minutes qu'on vient de découvrir l'un des gènes qui détermine la couleur des cheveux chez l'homme, par une approche pangénomique. C'est donc très compliqué, on avait ces grands intervalles. Et bien là, on est tombé sur le nucléotide, ça y est. C'est ce nucléotide ici. Alors c'est compliqué parce que là, voilà le gène en question qui régule la couleur, qui détermine la couleur des cheveux. Et vous voyez que la mutation, elle n'est pas du tout dans le gène. Elle est très très loin du gène, mais elle influe sur la manière dont ce gène va être exprimé. Quand on a les cheveux bruns, on a la séquence A. Quand on a les cheveux blonds, on a le G, un nucléotide. Et vous voyez ce que ça donne. Quand on a ce fameux allèle porteur du nucléotide G, eh bien on est blond. Vous avez ici la prévalence des blonds en Europe et bien sûr bien moindre ailleurs dans le monde. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de blonds que simplement 1/10 de la population en Norvège, par exemple. Donc manifestement, il y a d'autres gènes aussi qui sont capables de déterminer la couleur blonde des cheveux. Mais vous avez ici l'un des gènes impliqués dans le déterminisme de la couleur des cheveux. Donc même si c'est très compliqué, parfois ça marche. Et on arrive juste qu'au nucléotide causal. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, j'ai fait une introduction sur la génétique classique et jusqu'où on peut l'amener avec les développements de la génétique moléculaire. Mais il y a une complication dans tout ça. Ça ne suffit pas à expliquer toute l'hérédité. La complication, elle vient justement du fait que dans nos cellules, l'ADN est dans ce fameux noyau. Et alors la molécule d'ADN, vous la retrouvez ici, la double hélice, vous la reconnaissez. Et chez l'homme, cette double hélice, elle fait 2 mètres de long dans chacune de nos cellules. Comment on met 2 mètres d'un filament dans une cellule qui fait à peu près 100 microns et un noyau qui fait 10 microns? Donc qui fait 10 microns, c'est 10 millionièmes de mètre. Hein. Comment on met 2 mètres dans 10 microns? Eh bien, il faut impacter tout ça. Et on le fait avec cette fameuse structure nucléoprotéique, nucléo, c'est-à-dire ADN, protéique avec des protéines, qui permet d'enrouler l'ADN, jusqu'à faire que ça tient dans ces fameux 10 microns, cet espace extrêmement confiné. On a 2 mètres dans 10 microns. C'est la chromatine, et c'est ça qui fait les chromosomes. Donc les chromosomes, c'est de l'ADN plus les protéines qui permettent l'enroulement des chromosomes et l'empaquetage. Et pendant très longtemps, on a pensé que la chromatine, c'était uniquement une structure d'empaquetage, quelque chose d'assez amorphe, pas amorphe, mais assez inerte, qui était uniquement là pour bourrer l'ADN dans cet espace très serré de la cellule, du noyau de la cellule. Et puis progressivement, on s'est aperçu que ce n'était pas ça. En fait, on le savait depuis longtemps, on le savait depuis 1928, et de nouveau, ce sont les plantes qui nous ont appris ça. Ou plutôt, dans ce cas-là, en l'occurrence, ici, les mousses. En 1928, un botaniste qui s'intéressait aux mousses a commencé à regarder sous le microscope un peu plus près le noyau des cellules de mousse, et a vu que la chromatine existait dans 2 états différents. Un état très diffus, ce qui est le gris clair, là, et un état très compacté, très resserré, qui capte la lumière, qui empêche de passer la lumière, donc qui est très dense. Hein. Et ça, c'est l'hétérochromatine. Et il avait remarqué dès 1928 qu'à ces 2 compartiments chromatiniens correspondaient aussi 2 types d'activités des gènes, du génome. Dans l'hétérochromatine, on avait très peu de gènes finalement. Il y avait très peu d'éléments génétiques qui contribuaient à des différences entre individus. Alors c'était les mousses là, entre une forme par exemple de la mousse ou au système pseudo-racinaire des mousses. Voilà, il trouvait que là, on trouvait très peu de gènes impliqués dans ces caractéristiques, dans ces phénotypes. En revanche, sur les chromatines, il semblait que là se trouvait l'essentiel des gènes. Donc on avait déjà cette notion en 1928 d'une différence de qualité de la chromatine. Donc ce n'était pas qu'une structure d'empaquetage, c'était aussi une structure qui organisait finalement de manière fonctionnelle notre génome. Et dans les années 80-90 surtout, grâce au développement de plein d'outils moléculaires, on a pu aller au cœur de l'organisation de la chromatine et s'apercevoir qu'effectivement c'est une molécule très très complexe et où on pouvait
trouvé tout un ensemble de modifications qui venaient se rajouter à la séquence de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y avait la séquence d'ADN, et puis au-dessus, on mettait des petites couleurs, des petits fanions pour dire, ah bah tiens, là, ce serait bien qu'on soit exprimé dans les cellules du foie plutôt que dans la cellule de l'œil, dans les cellules sanguines. Donc la chromatine, ça devient un élément essentiel de la régulation de l'expression des gènes. On découvre ça, que la chromatine, c'est ça qui organise finalement comment on a 20 000 et quelques gènes dans chacune de nos cellules, hein, sur ces fameux 2 mètres d'ADN. 20 000 gènes, ils ne sont pas tous actifs au même moment. Dans les cellules du foie, on ne va pas mettre le cristallin, ça n'a aucun sens. Dans le foie, on fait des transaminases, et dans l'œil, on fait du cristallin, et pas l'inverse. Donc il faut éteindre les gènes qui codent le cristallin dans le foie, et puis il faut allumer les gènes des transaminases dans le foie, et réciproquement dans l'œil. Et on ne fait pas ça en rejetant l'ADN, qui ne sert à rien. On fait en allumant, en éteignant. Et comment on fait pour allumer ou éteindre l'activité des gènes? Avec la chromatine en grande partie. Donc la chromatine devient vraiment le cœur de la régulation d'expression des gènes. Et ce que l'on découvre très vite aussi, donc c'est pour ça que finalement à une séquence d'ADN correspondent ce qu'on appelle des épigénomes, tout un ensemble de possibles en termes d'organisation chromatinienne. Oui? Alors pourquoi je vous parle de chromatine alors qu'on fait de la génétique, et la génétique c'est le substrat de l'hérédité, ou le support de l'hérédité, c'est l'ADN. Eh bien, il s'avère que, d'abord, on découvre aussi que cette chromatine, non seulement elle est très essentielle à la régulation de l'expression des gènes, mais elle joue justement, du coup, un rôle essentiel dans le développement des individus. Et là, je voudrais prendre 2 minutes pour vous expliquer une observation qui est, je trouve, fascinante et qui concerne la moitié de cette salle, c'est-à-dire toutes les femmes. C'est l'inactivation du chromosome X. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mesdames, mais vous avez 2 X, nous, on n'en a qu'un. Et bien ça pose un grave problème. Ce n'est pas bon d'avoir 2 X d'un côté et un seul de l'autre. Il faut égaliser les doses. Et les mammifères ont trouvé comme solution d'éteindre dans chacune de vos cellules, mesdames, l'un des 2 X, de manière aléatoire. Quand est-ce qu'elles le font? Alors, l'exemple, c'est le chat, parce que c'est très parlant, on a les phénotypes qu'on peut suivre. Elles le font très tôt au cours de l'embryogenèse. On commence avec 2 chromosomes X. Vous, mesdames, vous commencez avec 2 chromosomes X qui portent des allèles différents parfois. Et très tôt dans l'embryon, chaque cellule va décider d'éteindre l'un ou l'autre de ces 2 chromosomes X. Éteindre, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait une chromatine qui devient très compacte, la fameuse hétérochromatine. Et on n'y touche plus. Mais on est qu'au tout début de l'embryogenèse. Et maintenant, toutes ces cellules doivent se diviser pour faire après un individu adulte. Et bien, une fois que la décision a été prise tôt au cours de l'embryogenèse, donc au stade 1000, 2000 cellules, on n'y revient plus. Ça veut dire que toutes les descendances de la cellule qui a choisi d'inactiver le chromosome X hérité de la mère ou le chromosome X hérité de la père, et bien toute la descendance de cette cellule-là, qui va contribuer à former l'individu adulte, vont avoir pris la même décision. Cette décision a été mémorisée via la chromatine. Et c'est ce qui fait ces fameuses plages de couleurs sur un chat calico, qui par définition est une chatte. Le chat calico, c'est une chatte parce qu'il y a 2 chromosomes X, porteurs l'un et l'autre de 2 allèles différents du même gène, orange ou noir, et selon que tôt au cours de l'embryogenèse, une cellule a éteint le X porteur de l'allèle noir, eh bien c'est l'orange qui va s'exprimer, ou si l'orange qu'on éteint, c'est le noir qui va s'exprimer. Une fois que la décision a été prise, on va au bout. Et on va au bout, ben, ça fait des plages de couleurs qui vont être noires d'un côté ou orange de l'autre. Ça va? Donc la chromatine, ça mémorise. Et bien sûr, mesdames, quand vous transmettez vos chromosomes X à votre descendance, vous les faites sous une forme active. Donc, vous remettez tout à 0 dans votre lignée germinale, dans les gonades. D'accord? Là, vous remettez à 0. C'est-à-dire que vous réactivez vos 2 X. Et pendant toute la vie somatique, là, vous y tenez à la décision. Et c'est très important de s'y tenir. Les cellules ne peuvent pas survivre avec 2 X actifs. On a des pathologies rares que l'on connaît qui sont liées à cette réactivation inadvertante des X, de l'un des 2 X qui a été inactivé dans une cellule. Donc là, on est dans un processus qui est essentiel de mémorisation. Ça s'appelle l'épigénétique. Et c'est un mot que vous avez peut-être entendu parler aussi. Alors ça, c'est l'épigénétique développementale. C'est absolument essentiel pour que le développement progresse comme il faut. Eh bien, parfois, ce resetting, cette tabula rasa que l'on fait à chaque génération pour remettre les compteurs à 0 et redémarrer avec 2 X actifs chez les femelles ou un seul X actif chez les mâles, eh bien, cette remise à 0, parfois, ne se fait pas. Et ça, on a des exemples chez les plantes. C'est assez impressionnant, où on a des états chromatiniens,
pardon, excusez-moi. Je sais pas, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais vous avez une chromatine qui a une couleur ici, elle a une autre couleur ici. Eh bien, cette chromatine de deux couleurs différentes, on ne sait pas comment. On est passé de là à là, c'est schématisé ici sur un gène particulier qui a changé l'état de chromatine avec les lollipops blancs et les lollipops noirs. Eh bien, ce changement d'état de chromatine, maintenant, il a été bloqué. On ne sait plus revenir en arrière. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la descendance de cette plante, elle est du même phénotype et du même type de chromatine que son parent. Il s'avère que ça fait une mutation. Vous voyez que la fleur ici n'a pas du tout la même forme que la fleur ici. C'est la même chose chez la tomate. On a exactement la même situation. On a la même séquence d'ADN des deux côtés, de part et d'autre. Mais ce qu'on a changé, c'est la couleur de la chromatine, sans changer la séquence de l'ADN. Et on transmet ça selon les lois de Mendel. Donc on fait de la génétique, des différences génétiques, mais qui ne sont plus des différences de séquences d'ADN, uniquement des différences de qualité de chromatine. On ne sait pas comment elles sont établies, ces différences, mais une fois qu'elles ont été là, alors c'est transmis comme si c'était une séquence d'ADN qui avait été altérée. Et il n'y a pas de changement de séquence d'ADN. C'est la même séquence d'ADN dans cette plante que dans celle-ci. C'est la même chose pour ça. Alors ce qui est extraordinaire, je vous ai dit que l'épigénétique, au début, c'est une affaire de développement et qu'on remet à zéro à chaque génération, en tout cas chez les mammifères, dans l'exemple d'une activation du chromosome X. Et bien, quand on regarde ce type de transmission aberrante, et bien, qu'est-ce que l'on voit? C'est que si on est attentif, on voit qu'en fait, une plante qui porterait ce qu'on appelle un mutant, ici, qui est lié à un changement de chromatine, et bien sur la même plante, on va trouver tous les types de fleurs, à la fois complètement mutants, et puis des choses qui sont presque du type sauvage. C'est-à-dire qu'on a cette notion de réversibilité quand même qui peut exister. Donc on a eu un effacement. Il n'est pas très fort, mais il existe. Et la même chose pour cette tomate, vous voyez qu'on peut trouver à la surface de la tomate une cellule manifestement qui a perdu cette information-là, de chromatinienne, qui est revenue à cet état-là. Et maintenant, toutes ces cellules filles, comme pour le chat calicot, ont maintenant acquis à nouveau cet état qui était l'état sauvage. Donc, dans l'épigénétique, même au travers des générations, il y a cette possibilité éventuelle d'une réversion, qui est beaucoup plus importante que pour ce que l'on sait des réversions de la séquence de l'ADN. Quand vous avez une information génétique écrite dans la séquence de l'ADN, elle est quand même extrêmement stable à 10 puissance moins 8 ou 10 puissance moins 9 près. Donc voilà, ici on a une génétique maintenant qui devient un peu compliquée parce qu'on ne peut plus trouver sa cause de ces différences génétiques en cherchant des différences de séquences d'ADN. Il faut aller au-delà de la séquence d'ADN. C'est le sens du titre que je vais donner aujourd'hui, c'est l'hérédité n'est pas qu'une affaire d'ADN. Bien sûr qu'il y a de l'ADN ici. Il faut toujours qu'il y ait quand même quelque chose pour aller coder la fonction de la protéine. Mais l'état, la séquence d'ADN elle-même ne suffit pas à expliquer la différence entre ça et ça. Il n'y a pas de différence de séquence d'ADN. Il faut chercher au-delà, il faut chercher dans l'organisation de cet ADN, dans le noyau des cellules eucaryotes, dans cette fameuse chromatine. Alors, c'est un peu surprenant, mais c'est une réalité qui devient incontournable. Alors là, les deux exemples que je vous ai montrés, ce sont des anecdotes, on n'en a pas encore beaucoup, mais la question se pose quand même, jusqu'à quel point certains états chromatiniens, effectivement, sont transmis au travers des générations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une génétique qui s'affranchit complètement des différences nucléotidiques, qui serait uniquement portée par les changements d'état de la chromatine? Et bien sûr, si c'est le cas, alors quelle part finalement des différences génétiques entre individus est réellement portée par des différences de nucléotides et non pas par des différences de chromatine plutôt que des différences de nucléotides. Alors c'est peut-être anecdotique, mais voilà ce que ça donne dans un journal qui est très réputé, qui s'appelle Nature, en 2008. Les gens se sont occupés, à la suite du séquençage du génome humain, effectivement, et cherchaient à trouver des associations nucléotidiques avec des différences héritables entre individus. Il y a un caractère qui est extrêmement héritable entre individus, c'est la différence de taille. Bien sûr que les différences de taille étant en partie déterminées par notre alimentation, à l'état fœtal ou lors de notre vie juste après la naissance, jusqu'à la puberté, mais une grande partie des différences entre individus sont en fait liées aux différences génétiques que vous avez reçues de vos parents.
C'est-à-dire que des individus petits tendent à avoir des allèles transmis par le parent, effectivement, qui donnent des individus petits. Et les individus grands, à l'inverse, ont des allèles qui donnent plutôt des individus grands. Donc on a ce qu'on appelle une très forte héritabilité de ce caractère qui est complexe quand même, puisqu'il est en fonction de l'environnement, il est en fonction de notre nutrition à l'état fœtal ou juste après la naissance, etc. Donc on savait là qu'on avait une très bonne possibilité d'aller faire le lien entre des différences de séquences ADN et des différences entre individus héritables. Et quand on a fait ce travail, qui est fondé sur plus de 40 000 individus dont on a analysé le génome, et bien sûr dont on connaissait la taille, on s'est aperçu qu'on est capable d'expliquer avec la séquence ADN que 5% de cette variation héritable. Il y a à peu près 80% de la variation entre individus de taille qui est déterminée par nos gènes. Eh bien, en faisant ce travail quasi exhaustif, on n'explique que 5% de ces 80%. Ça veut dire qu'il y a toute une partie des différences génétiques entre individus qu'on ne peut pas expliquer par des différences simples de séquences d'ADN. Donc peut-être qu'une partie de ces différences doit se trouver dans des différences d'état chromatinien. D'où l'intérêt d'aller explorer un peu plus cette variation épigénétique qui peut être transmise au travers des générations. Alors nous, on a fait ça au laboratoire sur un système modèle, les plantes, Arabidopsis, et c'est la seule diapositive qui résume notre travail. On a fait le même travail que les généticiens de génétique humaine qui cherchent à trouver des facteurs de susceptibilité à des maladies et autres, sauf qu'ici, on s'intéressait à des traits très simples comme la hauteur des plantes, le temps à la floraison, la longueur des racines. Et on n'a eu aucun mal à faire le même type d'études d'association que chez l'homme et à trouver des pics de signification pour des différences, non pas de séquences d'ADN, mais des différences de chromatine. Donc on peut démontrer de manière formelle et à l'échelle de tout un génome, chez une plante modèle, que oui, des différences phénotypiques héritées entre individus peuvent être entièrement sous-tendues par des différences d'état chromatinien. Donc il faut aller chercher au-delà de la séquence d'ADN pour expliquer ces différences héritables entre individus. Donc finalement, on est en train d'élargir le champ des possibles dans le monde de la génétique. La génétique ne peut pas se réduire uniquement à la séquence de l'ADN. D'accord? Donc voilà, et j'ai terminé. C'est quoi les questions pour le futur? Maintenant que l'on sait, au moins chez les plantes, qu'effectivement cette hérédité, elle n'est pas négligeable, elle peut expliquer une partie peut-être importante des variations génétiques entre individus dans les populations naturelles, voire dans les programmes d'amélioration des plantes. On peut tout à fait se dire qu'effectivement, une partie de ces différences entre individus sont portées non pas par des différences de séquences d'ADN, mais bien par des différences chromatiniennes. Alors pourquoi c'est important à considérer? Parce qu'il y avait cette fameuse notion de réversibilité, cette fragilité peut-être intrinsèque au changement épigénétique, qui fait que ça revient peut-être en arrière plus facilement qu'une mutation de la séquence de l'ADN. Et on pense que l'environnement joue un rôle important dans cette affaire-là. Donc l'épigénétique, effectivement, est peut-être plus en lien avec l'environnement de manière beaucoup plus profonde que la génétique qui est portée uniquement par des différences de séquences d'ADN. Donc ça devient intéressant parce que maintenant, il y a peut-être aussi une continuité entre des effets environnementaux et des effets qu'on appelle purement génétiques, mais qui sont en fait purement génétiques, mais portés par autre chose que des différences de séquences d'ADN. Et puis, il y a toujours lié à cette instabilité peut-être plus importante des variations épigénétiques par rapport aux variations nucléotidiques, c'est sur quel temps tout ça peut se transmettre. Nous avons démontré au laboratoire que sur une dizaine ou une quinzaine de générations, on avait bien cette transmission d'état chromatinien. Est-ce que ça peut durer des centaines, voire des milliers de générations? Et ce sont des questions très importantes pour l'adaptation, pour l'évolution. Donc là, on ouvre un champ complètement nouveau en génétique en proposant qu'effectivement, là, il y a peut-être aussi des dynamiques de changements mutationnels qui sont très différents de ceux qu'on a appris à l'école avec une séquence ADN qui est très fidèlement reproduite et qui fait des erreurs à des taux très faibles. Et bien sûr, la question, c'est qu'en est-il chez l'homme et puis généralement chez les animaux? On a beaucoup d'arguments pour dire que ce qu'on voit chez les plantes sans aucune difficulté, ce que nous, on a pu formaliser à l'échelle du génome chez une plante modèle, chez l'homme, c'est sans doute beaucoup plus rare pour les raisons que je vous ai indiquées, à savoir que chez les mammifères en général, et l'homme en particulier, il est vraiment très important de remettre les pendules à zéro à chaque génération pour des processus aussi essentiels que sont par exemple l'inactivation du chromosome X ou pour ceux qui sont un peu plus avancés en biologie, ce qu'on appelle aussi l'empreinte parentale, qui par définition, elle aussi doit être remise à zéro à chaque génération. Voilà, j'ai terminé. L'idée, ce n'est pas de vous assommer de données,
c'est peut-être de vous faire sentir que la génétique, c'est peut-être un peu plus complexe et plus malléable que ce qu'on a bien voulu en dire jusqu'à présent. Ça pose bien sûr des questions aussi par rapport à ce qu'on appelle le fameux déterminisme génétique ou le destin génétique. Est-ce qu'on est malheureusement complètement déterminé par nos gènes et on n'a plus d'espoir parce que c'est nos gènes qui dictent tout? Manifestement, ce n'est pas le cas parce que même en génétique formelle, il y a un peu de mou. D'accord? Voilà, je terminerai comme ça et je serai très heureux de répondre à vos questions. Bonsoir. Donc moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez montré sur le résultat très récent à propos des cheveux bruns, des cheveux blonds. Vous avez dit qu'en fait il y a un nucléotide qui était responsable, était en fait pas finalement dans le gène. Et dans un autre slide, il y avait le fait qu'il y avait des séquences codantes qui étaient assez petites et des séquences non codantes qui étaient gigantesques. Donc, finalement, ce que je me demande, c'est ce AG qui était, on ne sait pas où, très loin. Est-ce qu'il était dans une séquence codante, non codante, et alors, comment est-ce qu'on le repère? Alors, il est dans une séquence non codante. Alors, le génome humain, c'est pas compliqué. On a 20 000 gènes. Il y en a autant que chez ma petite bête, là, ma petite plante Arabidopsis. Une plante à 23 000 gènes. On a même plus, finalement, chez notre plante qui est grande comme ça, qui ne paye pas de mine, que chez l'homme. Il n'y a pas de cerveau chez les plantes, et pourtant, il y a moins de gènes chez l'homme que chez la rabette des dames. C'est le nom de la plante sur laquelle nous travaillons. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas de lien entre complexité biologique et nombre de gènes. Ensuite, il y a autre chose. Quand on regarde maintenant la manière dont les gènes sont organisés dans les génomes, le génome c'est l'ensemble des gènes d'un organisme, et bien là encore, il y a des grandes différences. Chez Arabidopsis, les gènes sont les uns à côté des autres, très serrés et petits. Chez l'homme, pour des raisons qui nous échappent encore complètement, et pas que chez l'homme, chez tous les animaux apparentés à l'homme, et on peut remonter assez loin dans la branche des mammifères et dans les primates aussi, eh bien, on va trouver que, les primates d'abord et les mammifères de manière plus large, on va trouver que le génome est immense et que les gènes n'occupent qu'une toute petite portion du génome en termes de parties codantes. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les gènes ne sont pas tout petits et puis il y a des océans d'ADN non codants. C'est qu'en fait, les gènes se sont aussi étalés. Et là, on a un petit bout codant. Et du même gène, on a un autre petit bout codant, et encore un troisième petit bout codant, et encore un quatrième petit bout codant. Et ça, c'est étalé sur des centaines de milliers de nucléotides, voire des millions de nucléotides. Le gène qui est responsable dont des mutations sont responsables de la myopathie du chêne fait 1 million de paires de bases. Le gène, il est tout petit. La partie codante est tout petite, c'est une protéine qui fait quelques centaines d'acides aminés, mais il s'est organisé sur une étendue énorme, sans qu'on comprenne pourquoi. Et il y a ça, déjà pour la partie, on va dire, qui va être transcrite et qui va être ensuite transformée donc, en ARN messager pour être après traduit en protéines. Et puis il y a ce qu'on appelle les régions régulatrices. Un gène, il faut l'allumer, l'éteindre, avec la chromatine, mais ça, on ne fait pas ça n'importe où. On fait ça généralement en amont du gène, on appelle ça en amont du gène, parce qu'il y a une polarité, généralement. Et là, ça peut être à nouveau 1, 2, 3, 4 millions de paires de bases. Et ce n'est pas chaque base qui est importante. C'est quelques bases en 5 millions de paires de bases. Donc c'est pour ça aussi que c'est très compliqué d'aller identifier le nucléotide. Donc là, je n'ai pas l'histoire, parce que j'ai découvert ça il y a juste une demi-heure, mais ce n'est pas uniquement de la génétique d'association qui a permis de tomber sur ce gène-là. Ce n'est pas possible. On savait que le gène avait à voir avec la couleur des cheveux. En fait, on savait par la souris où effectivement, quand on mute ce gène, on a un pelage de couleurs différentes. Donc après, on s'est focalisé sur ce gène-là, mais là, ils ont dû passer, à mon avis, 10 ans à tomber à côté, parce qu'il fallait chercher très loin en amont ce fameux nucléotide qui est manifestement impliqué dans une régulation fine, plus ou moins de l'expression de ce gène. Je ne suis pas du tout biologiste, j'ai une formation en physique, donc j'ai jamais presque jamais fait de biologie, donc ma question peut paraître banale, mais je reviens à votre image avec les tomates. Oui. Où vous avez une sorte d'erreur, si oui. Je peux dire, qui revient là, voilà. Là ou là, dans un autre secteur. L'avant-dernière, voilà. Ici. Voilà. Ça c'est une erreur dans le... Eh bien, c'est une... Alors, donc on part d'une tomate qui est comme ça. Ce qu'on peut qualifier d'erreur. Oui, c'est une erreur, absolument.
on part d'une tomate qui est comme ça, donc il y a un état chromatinien. Rappelez-vous, ici on n'a plus de différence de séquence d'ADN, on a un état chromatinien qui est différent. Il s'avère que dans une cellule, très tôt au cours du développement du fruit, eh bien cet état il est revenu en arrière. On est repassé de là à là. Est-ce qu'on ne peut pas dire du coup, que... toutes les cellules là, parce qu'on n'est qu'au début du fruit, donc progressivement les cellules se divisent, et donc on forme ce fameux secteur, ce clone de cellules qui ont toutes la même destinée. On ne pourrait pas dire qu'avec le temps, Oui. il y aura une sorte de... Si on fait le parallèle avec la théorie du chaos, avec les incertitudes qui s'amplifient, etc., qu'on va revenir à l'état initial avec le temps. Oui. Non, mais votre question est très pertinente. Alors ici, je ne peux pas vous répondre parce qu'on ne connaît pas la génétique de ces états intermédiaires. Mais là, votre question est très pertinente. On n'a aucun mal sur des plantes mutantes comme celle-ci à voir ces secteurs révertants. C'est comme ça qu'on les appelle en parlance génétique, d'accord? On n'est jamais arrivé à obtenir une descendance qui soit comme ça. C'est-à-dire que c'est cet état qui est transmis au travers des méioses, des gamètes, du pollen et des ovules, de génération en génération. C'est cet état-là. Et puis, au cours du développement de la plante, l'environnement, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, manifestement, est capable de déclencher dans des cellules somatiques cette réversion, et qui va donner ce fameux secteur, parce que ça se fait tôt au cours du développement. Là, ça se fait encore un peu plus tôt. Vous voyez que le secteur est très grand. Et d'ailleurs, on voit aussi deux couches, une couche sous-épidermique, et puis là, manifestement, c'est même l'épiderme qui est réverté. Donc, on n'a aucun mal à voir ce type d'événement, et vous prenez les graines de ce fruit particulier, aucune des graines ne donnera un fruit entièrement sauvage. On recommence avec ça, on récapitule, enfin, c'est pas qu'on récapitule, le seul état qui est transmis de génération en génération à travers la reproduction sexuée, c'est celui-ci. Mais il s'avère que lors de la croissance et donc de la reproduction, enfin pas de la reproduction, de la croissance, c'est quoi la croissance? C'est les divisions cellulaires du soma, oui. Eh bien, il s'avère que dans cette croissance, dans cette division cellulaire, là, il y a une fragilité qui donne ça. Mais cette fragilité-là, on ne la trouve absolument pas dans la lignée germinale. Ok, je vais alors poser la dernière question, peut-être très, très important finalement pour nous. À ce jour, qu'est-ce qu'on sait de l'importance de ce genre de phénomène dit épigénétique chez l'homme, chez nous? Alors, on en a... Au niveau de connaissances à ce jour. Alors, on en a, comme je l'ai dit, toutes les études moléculaires indiquent que certainement, chez l'homme, ce type de transmission sera beaucoup moins prévalente que chez les plantes. Parce que et on le sait moléculairement, on n'a pas les mêmes machineries pour effacer tout. Chez les plantes, manifestement, on n'a pas besoin d'aller faire cet effacement à chaque génération de manière aussi forte que chez les mammifères. Mais cela dit, on a des exemples, alors pas chez l'homme, mais chez la souris, de choses qui ressemblent beaucoup à ce que je vous ai décrit chez la tomate ou chez cette fameuse linaire, le mutant pélorique. Donc on sait que ça peut se produire chez l'homme, enfin non, chez les mammifères. Il n'y a pas aucune raison, si ça se produit chez la souris, de ne pas imaginer que ça puisse se produire chez l'homme. Maintenant, la question, c'est quelle est la prévalence. Donc certainement moindre que chez les plantes, mais comme on a affaire le plus souvent, quand on parle de génétique chez l'homme, à des maladies ou des traits qui sont complexes, qui sont à la fois sous déterminisme génétique et déterminisme environnemental, il n'est pas dit que finalement, il y a une partie de ce déterminisme génétique qui ne soit pas sous-tendue par ce même type de transmission. Et la complication chez l'homme, c'est qu'on fait des études sur les populations, donc sur peut-être 2, 3, 4 générations, on ne va pas les faire sur 50 générations. Donc on pourrait très bien imaginer aussi une transmission peut-être sur 2 ou 3 générations, et puis qui reviennent finalement à l'état initial, parce que les mécanismes d'effacement vont finir par reprendre le dessus. Donc on pourrait avoir une génétique, on va dire, transitoire, mais là on n'est pas encore outillé. Maintenant, nous on montre par le travail qu'on a fait chez les plantes que ça vaut la peine d'aller commencer à faire le même type d'études chez l'homme. D'abord parce qu'on a les outils, et parce qu'on sait ce qu'on peut chercher, ce qu'on doit chercher. Donc peut-être que d'ici 5 ans ou 10 ans, on trouvera que, ben oui, dans les maladies qu'on appelle complexes chez l'homme, il y a une composante épigénétique transgénérationnelle qui n'est pas négligeable. Mais je ne peux pas dire plus.